En ouverture, on vous faisait comprendre que la diaspora africaine et surtout camerounaise nous intéresse ce matin. Il est question de savoir que faire pour que cette diaspora-là puisse capter, permettez l'expression, l'argent de l'autre côté et pouvoir développer de manière convenable le pays. Nous savons que cette diaspora abat déjà un travail énorme en nous aidant ici, mais nous pensons que c'est au niveau, entre guillemets, domestique, au niveau des deuils, au niveau de nos maladies, construire des maisons. Mais nous voulons savoir s'il n'est pas possible que cet argent puisse également être là pour l'industrialisation. Je passe la parole, comme d'habitude, à Ibrahim Maxime Julien, qui est notre expert et qui nous plante le décor. Merci El Perfecto pour la parole qui est donnée. Effectivement, il y a des observations parfois ici au niveau d'industrialisation, quant au niveau de développement, quant au niveau d'indépendance économique des États africains. Et fort était de constater qu'on a commencé à constater qu'il y a chaque année au moins des millions de dollars qui arrivent en Afrique. Et ces millions de dollars qui viennent de la part des diasporiens pourrait être un investissement suffisamment intéressant pour rehausser le niveau de vie ou la promotion de l'entrepreneuriat au Cameroun. Et même en Afrique, dans les autres pays, même il y a des estimations qui démontrent que l'investissement qui vient de la part de nos diasporiens parfois dépasse l'aide au développement d'une nation. Parfois dépasse même les financements des États européens lorsqu'on les compile et qu'on les... Vous comprenez donc que c'est une des choses véritablement... Cette aide est importante. Elle est véritablement importante. Et la question était donc de savoir, s'il y a autant d'entrées d'argent qui arrivent à destination africaine, comment est-ce qu'on fait pour convertir cet argent-là, pour capter cet argent-là, afin qu'elle ne soit plus à utilité de consommation ou de maisons individuelles ou encore de cérémonies culturelles, parce qu'à chaque fois qu'il y a un mariage, on appelle l'oncle qui est en France, on veut faire l'association culturelle, on appelle ceci. Comment est-ce qu'on peut faire pour canaliser cet argent-là pour qu'elle puisse effectivement permettre à l'Afrique d'avoir une certaine indépendance intéressante? L'une des premières choses, si on veut que la diaspora, si on veut parvenir à capter l'argent de la diaspora de façon intelligente, c'est qu'il faudrait d'abord que les États africains, que l'État camerounais comprennent que la première richesse qu'il faut faire venir, c'est la confiance. Avant d'avoir la richesse argent du diasporien, il faudrait d'abord gagner la richesse confiance du diasporien. Parce que les diasporiens investissent dans les lieux où ils ont confiance. Mais tant qu'on arrive sur le plan communautaire, on arrive sur le plan national, et qu'on constate que non, c'est trop corrompu, c'est mal gouverné, les incitations fiscales sont trop élevées, on n'est pas en train de créer un environnement où on peut effectivement avoir des ressources pour soutenir les entrepreneurs et lancer quelques industries dans des zones spéciales. Si on commence à travailler le capital confiance des diasporiens dans les États africains, on peut travailler à convertir les investissements de consommation vers les investissements intéressants. Si je prends un exemple simple parfait ici. Je me suis rendu compte en regardant un tout petit peu les chiffres que seulement en France, on a plus de 100 000 Camerounais. On a approximativement 5 millions, d'après les sources, à 6 millions de Camerounais de la diaspora. Vous imaginez que 1000 Camerounais décident, par exemple, parce que je sais qu'il y a des gens là-bas et des amis qui ont des salaires de 1000 euros le mois, ils décident simplement, voilà, je prends le niveau le plus bas, que 1000 Camerounais décident simplement d'investir 1000 euros à l'intérieur de leur pays. Ça fait quoi? Ça fait près d'1 million d'euros. Ok? Les 1 million d'euros là, c'est 650 millions de francs CFA. Les 650 millions de francs CFA ne peuvent-ils pas lancer une usine dans l'un de nos villages? Ne peuvent-ils pas mettre une unité de transformation dans nos produits? Ils peuvent. Supposons même, parfait, ici, qu'on prend 1 million ou alors on prend 100 000 Camerounais, qui donnent une contribution ou un investissement équivalent à 1 million de francs CFA. On a 100 milliards. Parfois, ici, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec 100 milliards? On ne peut pas lancer des industries avec 100 milliards et ne pas être tenu par le fait qu'on est en train de nourrir un système où on ne va pas être économiquement indépendant. Je voulais... Pour que les gens comprennent en fait l'importance de la valorisation de l'investissement ou des sources de revenus qui viennent de la part de nos frères à nous qui sont de l'autre côté, mettre sur la table un des discours du président de la BAD, le récent président de la BAD. Il a dit dans son discours, quand on l'a nommé, son ambition était de faire de la BAD le chef de file des bailleurs de fonds des projets africains. Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Il veut dire que si
il y a des projets africains, ils voulaient que c'est la Banque africaine de développement qui soit le principal bailleur de ces projets africains-là. Parce que aussi longtemps que c'est le FMI, aussi longtemps que c'est l'AFD, aussi longtemps que c'est l'Union européenne, l'Union européenne c'est deux entités. C'est le regroupement des États européens plus la Banque européenne d'investissement. Parfois, ici, on dit qu'au Cameroun, il n'y a pas d'électricité. Et que bon, pour qu'on ait l'électricité, il faut qu'on lance le barrage Natigal. Et qu'on dit, je dis des bêtises comme ça, que le barrage Natigal, pour être lancé, c'est 400 milliards. Et quand tu apprends que bon, l'Union européenne a financé à hauteur de 300 milliards la production d'électricité de Natigal, ce que ça veut dire, c'est un investissement. Ça veut dire que Natigal va être opérationnel, on va produire l'électricité, on va distribuer l'électricité dans les ménages, toi tu vas payer la facture de Socadel, parce qu'il y aura à déménager, et quand tu payes la facture de Socadel, si les 300 milliards que l'Union européenne avait investis représentent 70% de cette affaire, on prend la trésorerie de 70% de toutes les entrées des États camerounais, on envoie dans les États européens. Autrement dit, on est dans un système où l'Afrique est la maille des travailleurs qui continuent à travailler pour enrichir les États européens et qui ne sera jamais économiquement indépendant du tout. D'où la priorité d'aller chercher des sources de financement qui peuvent effectivement nous permettre d'avoir une certaine liberté économique. Et la diaspora est un acteur majeur. Merci Ibrahim Maxime Julien pour ce qui peut tenir lieu de plaidoirie. Hein. Aloïse Onana, nous voulons savoir, avec tout cet argent que nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté envoient habituellement pour des choses domestiques, est-ce que nous ne pouvons pas trouver des stratégies adéquates pour que cet argent-là puisse nous servir à développer de manière, entre guillemets, collégiale la République du Cameroun. Est-ce que c'est possible? Avec Ibrahim, on a vu que c'est possible. Il a même donné quelques cas en termes de chiffres. Bon, disons que le sujet doit être mené du global au particulier. Et si on parle du global au particulier, on comprendra qu'au niveau africain, il y a des États qui ont su, ou alors qui savent capter la manne financière de la diaspora. Mali. Voilà, si vous avez le Mali, le Sénégal, qu'évoque Gilles Brice Nkaba, et le Sénégal que vous surtout certains pays d'Afrique de l'Ouest, vous comprendrez que voilà, au-delà du Sénégal, du Mali, mais vous avez également le Rwanda, voilà. Vous avez également la Côte d'Ivoire qui ont créé des incitations qui séduisent les Camerounais et qui sont donc prêts, n'est-ce pas, à aller investir de ce côté-là. Le cas qui me parle le plus souvent, c'est le cas d'Alain Foka. Voilà. Est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi est-ce qu'Alain Foka n'a pas voulu que son groupe de presse soit basé au Cameroun? Non. Voilà. C'est la preuve que, voilà, c'est moi qui parle comme ça. Je pense qu'il y a un risque pays aujourd'hui. Le risque pays est un élément fondamental qui encourage ou décourage tout investisseur. Dans le risque pays, il y a la stabilité politique. Or, aujourd'hui, il faut le reconnaître avec insistance et de manière posée, notre pays est un pays à risque. Comment ça à risque? Et le premier facteur de risque, justement, j'y arrivais, c'est le président de lui-même. Notre chef de l'État est déjà fatigué. Et ça ne courage pas. Quel est le parallèle que vous voulez établir? Exactement, écoutez donc parfaitement bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un cycle politique, avec un chef d'État qui ne convainc plus, qui dit ce qu'il va faire et ne fait pas. D'accord? La diaspora est là, financièrement liquide. Mais sauf que lorsque vous regardez notre chef d'État fonctionner, marcher, où le 20 mai on cache ces images. Bon, moi je n'ai pas eu exact. Mais cette sauf que vision. derrière donc... Vous êtes un expert au niveau de la prise de vue. Non, derrière ce voilement-là, écoutons, il y a des gens qui nous écoutent là, qui sont très nombreux. Donc derrière ce voilement d'image, il y a dans la foule des investisseurs qui interprètent, n'est-ce pas, cette cachotterie. Est-ce qu'on vient investir pour le président de la République? Exactement, parce que... Ou bien on vient investir pour un pays? Vous ne pouvez pas aller investir dans un pays où le régime peut exploser à tout moment. Exploser, pourquoi? Oui, parce que justement, nous sommes à un système, il faut bien écouter. Allons-y pas à pas. On a un régime qui a fait 43 ans au pouvoir, d'accord. On a un chef d'État qui est âgé, c'est qui est une grâce pour lui, d'accord. Mais sauf qu'au niveau de la transmission de la vie politique ou des idées politiques, il y a un blocage. C'est-à-dire que les gens sentent bien que aujourd'hui,
on a atteint presque le mur. Moi, je viens bâtir une industrie au pays. Qu'est-ce que j'ai à voir avec votre affaire de transmission politique, je ne sais pas moi. Est-ce que vous êtes prêt à aller investir actuellement là au Nozo? Si je vous donne peut-être 1 milliard de dollars et vous dites allez investir maintenant là-bas, vous êtes prêt à y aller? Il n'y a pas que le Nozo au Cameroun. Vous n'avez pas répondu. Il y a le littoral, il y a le sud, Si il y a par exemple, l'est, il y a le centre. C'est une terre qui est à proximité du Mont Cameroun et qui a la réputation d'être très fertile. Donc si vous voulez faire un champ de maïs, par exemple, et qu'on vous dise, voilà, vous avez là le marché nigérian qui est à côté de vous, est-ce que vous êtes prêt, parfait, ici, à aller investir votre argent de ce côté? Non. Le silence que vous dites... Non, moi j'avais répondu. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est pour donc dire que notre situation politique actuelle est une situation qui décourage la diaspora camerounaise, qui l'on se retrouve tantôt au Rwanda, tantôt en Côte d'Ivoire, tantôt dans d'autres pays où ils n'ont pas à répondre, ils n'ont pas d'abord, ils sont sûrs au moins de la stabilité. Ils sont également sûrs de tomber sur un système ouvert qui les aide à s'installer. Je prends le cas qui m'a le plus marqué. J'arrive en RDC. C'est un confrère, c'est un Camerounais qui m'aide à obtenir des rendez-vous auprès des ministres. Nous sommes à l'hôtel Le Fleuve Congo. Et donc je l'appelle, je lui dis voilà, je suis venu pour une raison. Là voici, et je vais rencontrer tel ministre, tel ministre. C'est la séance terminante qu'il appelle, il est presque 11 heures. On obtient des rendez-vous avant 15 heures. On passe les rencontrer. Et sans autre forme de protocole. Rien du tout. Si vous revenez au Cameroun, je suis sûr que si vous prenez votre téléphone là, vous êtes très introduit, vous appelez le ministre pour lui dire voilà, excellent, je voudrais vous rencontrer. Je ne suis même pas sûr qu'il va d'abord vous répondre. J'évoque par là les blocages administratifs qui font que la diaspora, donc, bien qu'elle soit financièrement liquide, fait face à ce genre de blocage et trouve donc nécessaire d'aller ailleurs. Donc, comment faire pour attirer chez nous des fonds de la diaspora? Il faut déjà attendre que ce régime s'y passe d'abord et que la diaspora camerounaise, qui est majoritairement faite de... Vous pensez que le frein, c'est la politique ou alors c'est le président de la République? Vous savez, j'ai eu à rencontrer des porteurs de projets qui sont passés dans certains milieux, je ne vais pas les citer pour ne pas les embarrasser, et où, sur la table, quelqu'un vous dit, voilà, votre projet, il est intéressant, mais je gagne quoi dessus? Le mapartisme. Alors, face à ce genre de cas-là, quelqu'un est facilement prêt à aller ailleurs, tranquillement. Donc, ce que nous déplorons aujourd'hui, la diaspora est donc financièrement liquide, ça c'est certain, quelqu'un a évoqué des 1000 euros de salaire, et qui veut même investir chez nous. Mais sauf que l'excessive durée de la politique, ainsi que la corruption, font que ces fonds-là ne peuvent que se limiter aux besoins élémentaires, que sont la ration, peut-être pas élémentaire que ça, les maladies, la ration, les maladies, l'organisation des deuils, tout ça là. Donc aujourd'hui, le système est à refaire. Et puis, il y a un élément dans votre pour sortir, et qui me choque un tout petit peu. C'est qu'on est prêt à parler des fonds que le diaspora envoie, notre diaspora en Europe, Amérique, envoie chez nous. Mais si je vous demande aujourd'hui, pas Alain Douk, mais beaucoup plus perfecto, si je vous demande de retrouver les fonds collectés localement par des entreprises étrangères et rapportés dans leur pays, vous n'y trouverez rien du tout. Sur le blackout, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai fait usage de plusieurs mécanismes pour avoir l'information. Et pourtant, il n'y a pas de traçabilité. Donc ce que moi je voulais que la BEAC fasse, c'est qu'au même moment où elle prend nous dit, écoutez, la BEAC, la diaspora a transféré ceci chez nous, que la BEAC nous dise également qu'à la fin de chaque année, les dividendes rapatriés par tel, multinational par tel on donne ceci. Ce côté, on comprendra que ce qui est collecté chez nous. Parce qu'en vérité, la diaspora camerounaise, elle est dynamique. Mais reconnaissons également que ceux qui sont chez nous collectent beaucoup de fonds. Et on aimerait savoir ce que ça fait en termes de volume financier. Gilles Brice-Gaba, Aloïse Onana félicite cette diaspora camerounaise pourtant dynamique, mais qui est butée à un certain nombre d'obstacles. Il a parlé sur le plan politique, il est revenu au niveau de l'aspect ayant trait à la gouvernance. Il pense que tout cela, conjugué, constitue tout simplement des freins. Oui, il a même oublié un volet politique. Cette diaspora n'est pas, pour la plupart du temps,
invité, vous parliez dernièrement de la double nationalité qu'on ne tient pas en compte dans notre pays. En tout cas, reconnaissons cette diaspora camerounaise, elle est dynamique. Il y a des associations de Camerounais au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout. Et grâce à ces associations, notre expert sur le plateau a pu avoir certains chiffres en termes de mobilisation de fonds. Mais je pense que pour mieux capter cet argent de la diaspora, Intelligemment. intelligemment, il faut d'abord sur le plan local identifier nos besoins. Quelles sont les industries que nous voulons mettre sur pied au Cameroun? Quel est le coût de ces industries? Et puis lorsque nous avons arrêté cela, nous soumettons donc aux différents responsables des associations des Camerounais de l'autre côté, enfin ce que nous appelons aujourd'hui la diaspora camerounaise, parce que la diaspora, ce n'est pas seulement celle qui est aux États-Unis, il y a également la diaspora du Gabon, Nigeria, celle du Nigeria, celle de la... De la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, donc. Du Malawi. Cette diaspora, également, il faut c'est bon. Quand on dit diaspora, nous voyons seulement la France, les États-Unis. Hors du pays. Il faut tenir compte de nos frères qui sont également en Afrique, au Malawi et puis un peu partout. Donc, soumettre ces projets-là à ces responsables et mobiliser les moyens en facilitant, créer un guichet unique, je pense, un guichet unique de financement des investissements venant de la diaspora. Et ça, ce sont les pouvoirs publics qui devraient mettre sur pied ce guichet unique-là pour mobiliser donc ces fonds. Et ça crée, l'avantage du guichet unique ici, parfois ici, c'est que ça crée un climat de confiance. Vous savez, notre DP venant de Douala, Loïs Onana, a dit que... Bon, les DP de Douala ont le temps, hein? Ouais, ils ne sont pas comme toi. Bon, moi, donc, il a clairement dit que c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de celui qui dirige le pays. Bon, je ne dirais pas ça en utilisant ces mots. Je ne veux pas les emprunter ici. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'il faut créer d'abord un climat de confiance. L'investisseur camerounais qui se retrouve à l'étranger a besoin de confiance, a besoin des partenaires de confiance sur le plan local. Vous vous souvenez, nous avons tenu une émission, sensiblement avec le même thème ici, où on avait vu que des investisseurs, des Camerounais et la diaspora, ont amené des projets de développement dans notre pays ici. Mais qui sont morts. Qui sont morts parce que, le fisc sortait les yeux, et il faut donc voir ce problème-là, alléger les questions d'impôts, je ne sais pas moi, de douane. Les tripatouillages. La corruption, le mapatisme que vous évoquiez tantôt. Pour faire signer un document, vous passez 3 mois, et vous êtes entré dans au moins 50 bureaux. Et du coup, vous voyez, celui-là, il se décourage. Il se décourage et il préfère aller investir dans un pays où on lui ouvre facilement les portes. Donc, véritablement, c'est nous-mêmes le problème. Nous pouvons capter. Et puis, les transferts d'argent. Les transferts d'argent, Aloïse a bien fait d'évoquer cet aspect des choses. Notre expert également, qui parlait de la BAT. Vous savez, on a tendance à mettre beaucoup plus l'œil sur l'argent qui nous parvient. Si vous savez pas faire ici, si vous avez un frère à l'étranger que vous envoie à partir de, je dirais même 1 million de francs CFA, la banque va vous... C'est pas facile même. C'est pas la banque vous demande de justifier l'argent. Justifier... Ils sont obligés de faire des acrobaties. Pas possible. Et du coup, le gars a... Celui qui se trouve de l'autre côté, il fait comment pour vous envoyer 100 millions de francs CFA pour que le projet... Ça n'est même pas imaginable. Parce il fait comment oui, Aloïs. Ce que dit le DP, Gilles Brice, c'est qu'en 2017-2018 ou 2019, la banque centrale s'est beaucoup plaint des trafics financiers et du financement du terrorisme. Et a donc mis sur pied un document qui, quand le chef a dit, normalise un peu, ils appellent ça l'argumentation d'échange, qui fait que
Gilles Blaise Ngaba, qui a son enfant qui étudie à Vladivostok ou encore à Moscou, se retrouve être coincé sur un volume financier envoyé par jour. Et donc, ça freine beaucoup. Et je pense qu'au niveau des milieux d'affaires, on a beau crier, fustiger cette mesure-là. La BEAC reste sur sa décision. Et donc, on ne peut donc pas aspirer au développement, à l'émergence, tout en freinant les investisseurs, tout en freinant les gens là qui sont censés faire fonctionner l'économie. Donc, aujourd'hui, on a le sentiment que la BEAC, c'est vrai, elle nous dit, écoutez, il y en a qui financent le terrorisme, et voilà, on comprend tout ça bien. Je pense qu'on pourrait quand même trouver des passerelles qui feraient que ceux qui investissent n'aient pas de difficulté soit à faire sortir les fonds, soit à faire que l'économie tourne. Aujourd'hui, la BEAC semble être érigée, non plus en élément sur lequel on devrait s'appuyer pour l'économie, pour le développement, mais elle s'agrippe sur la prudence, sur la sécurité, et la conséquence est qu'au niveau du business, ça a un coût énorme. Merci. On passe rapidement la parole à Alain Douk. Alain Douk, au moment où nous parlons donc de cette diaspora africaine et surtout de notre diaspora camerounaise, est-ce que nous allons donc dire que pour l'instant, cette diaspora-là ne va rien faire, si je m'en tiens à certains propos enregistrés sur ce plateau, où notre diaspora compte aller investir au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et que sais-je encore. Est-ce qu'à un moment donné, nous ne devons pas quand même avoir la fibre patriotique? Elle fera certainement des choses, elle en fait déjà, jusqu'au point que nous savons, mais en réalité, elle voudrait des stimuli qui viennent en réalité de ce que j'appelle le terrain, c'est-à-dire l'écosystème national. Parce que vous restez vous observer, ils observent, parce qu'eux ils sont en retrait. On a l'écosystème national, eux sont en retrait, sont à l'étranger. Qu'est-ce qui se passe au niveau national, dans l'écosystème politique, économique? Vous avez des spécialistes de valeur du trésor liquide. Chaque année, on écrit des papiers, des confrères de l'écosystème journalistique économique. Vous dites, non, le système est liquide. Mais qu'est-ce que même font déjà pour stimuler le système industriel, le dynamiser? Parce que c'est lui qui crée effectivement la plus-value et qui peut nous permettre d'acquérir une certaine souveraineté économique. Vous allez voir qu'ils n'investissent pas assez dans le sens de financer les entrepreneurs. On est clair là-dessus. Ils ne veulent pas prendre de risques. Oui. Ils font de super profits, mais ils ne veulent pas prendre de risques en ce sens. Bien, ça c'est d'un. De deux, vous continuez de regarder, et nos frères de l'étranger regardent. Dans l'écosystème, comment ça fonctionne là? Vraiment, les affaires d'argent, c'est délicat. Est-ce qu'on a des juridictions totalement consacrées? Et s'il y a un problème avec mes investissements, s'il y a un problème dans le business, je suis sûr que le droit sera dit. Tu as dit tout à l'heure de façon aveugle. Est-ce que c'est le cas? Non. Non. Jusqu'à présent, on a crié. Mais pourquoi il n'y a pas de juridiction consacrée, de tribunaux de commerce? C'est toujours des tribunaux de droit commun qui jugent, avec toute la corruption qu'on connaît. Et on connaît cette accointance épistémique entre le politique et le judiciaire. Il le tient même d'ailleurs en laisse. Ça ne rassure pas les gars. Ça ne les rassure pas. Du tout. Je ne reviens pas sur les points que vous avez évoqués. La logique de corruption. Ils regardent à tout ça et se disent... C'est très risqué quand même finalement. Ils regardent les indicateurs que leur donne la Banque centrale. Ibrahim, je suis sûr qu'il n'est pas d'accord. Avec cette... Non, moi je continue. C'est vrai. Parfait. Ils regardent l'écosystème national. En plein, il y a une crise de liquidité. Vous n'arrivez pas à payer les près de 4 000 milliards que vous devez aux entrepreneurs privés nationaux. Oui, la dette intérieure. Ils regardent ça et se disent, ces gars ne sont pas en très bonne santé. Pourquoi? Ils regardent encore par ailleurs les indications de la BEAC. Mais pendant qu'ils pleurent les liquidités, on en a envoyé, c'est stocké là, quelque part dans les comptes à la BEAC, et on trouve qu'il y a sous-utilisation des fonds qu'ils demandent et qu'on a alloués. Mais il y a un problème avec ces gens. Vous pleurez,
on nous donne de l'argent et maintenant vous êtes là hébété, vous ne savez pas quoi faire de l'argent que vous avez demandé et c'est là ça continue d'attendre sous utilisation des financements. Il y a un problème. Parfait, pour nous qui avons fait les sciences économiques, on dit que les investissements les plus rentables sont les gros investissements. Mais alors, le paradoxe aussi, c'est que les investissements les plus lourds sont aussi les plus risqués. Risqués, oui, c'est de ça. Alors vous pensez que les gars vont se mobiliser et mettre leur argent comme ça dans un contexte où le terrain est très risqué? Ils réfléchissent. Patriotisme, ils aiment quand même le pays et on a vu des actions qui ont été faites et ils ont été butés à des difficultés ici. Parfait, je réponds à ta question pour dire est-ce qu'on doit désespérer? Bon, maintenant ils peuvent s'organiser. On a plusieurs Camerounais qui sont des ingénieurs financiers, présents dans plusieurs places financières, présents dans des holdings, présents. Oui, justement, il y en a. Donc, ils peuvent se mobiliser, s'organiser à l'étranger en corporation. Mobiliser des fonds parce qu'on a vraiment des gars qui peuvent le faire auprès eux-mêmes d'abord à titre personnel. Oui, bien sûr. Et en contactant un certain nombre de partenaires. Et ils s'organisent donc parfait. Eux-mêmes prennent des participations dans l'entité financière qu'ils créent et décident, connaissant les risques du terrain, du type d'activité qu'il faut financer sur le terrain et qui seront rentables avec le moins de risques possible. Alors, on dit souvent que la route crée le développement. À Douala, l'autre jour, j'étais à un point de presse organisé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative dans le cadre du tour de la course internationale VTT Chantal Biya qui aura lieu à Bagofit. Il y a un opérateur économique qui a pris la parole parlant justement de cette diaspora et qui a dit « Ok, est-ce que vous ne voyez pas que Bertoua, aujourd'hui, est la capitale de l'Afrique centrale et que la route qui conduit à Bertoua, c'est une piste. Moi, je propose, dans le cadre du partenariat public-privé, de faire venir des investisseurs étrangers. On construit l'autoroute qui part de Yaoundé pour Bertoua, parce que Bertoua, aujourd'hui, sur le plan de l'Afrique centrale, Bertoua nous conduit au Congo, au Gabon. À RCA. Ça devient un hub. Au Tchad. Vraiment. Et nous exploitons la route pendant 20 ans, en tirant les dividendes de cette route. Et puis, après 20 ans, on laisse ça au pouvoir public. Ça peut se faire. Oui, mais attends, parfait. Oui, Aloïse, en quelques secondes. Oui. Après, nous allons lire ces contributions de téléspectateurs. Il évoque l'Est. L'Est a connu l'un des projets industriels les plus monumentaux de notre histoire. Justin Sugar Mills. Nous sommes en 2012-2013. Ce projet a été porté par un gars de la diaspora qui voulait faire des champs de sucre. Un peu comme Kamsuko, Sucam et tout ça. Parfait, le projet est mort de chez mort parce qu'il y a un ministre. Et pourquoi? Le ministre avait exigé que son logement, sa maison soit le siège et que son épouse soit la comptable ou DG. Incroyable. On a la télé, non? Vous pouvez vérifier. Justin Sugar Mills est mort comme ça. Enterré. En fait, merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions. Bonjour. Je trouve très cohérente l'intervention du monsieur en lunettes, veste grise et cravate noire. Laissez-le éplucher ses arguments. Vous verrez une réelle cohérence. Le fan club de Douala est anarchique. Alors, on prend notre message ce matin que dit ces téléspectateurs. Bonjour, nous avons vu la même manœuvre avec le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, pour la construction de son école de football. C'est Guizot depuis Mbalmayo qui envoie le message. Bonjour, comment allez-vous? Et la famille? Bon. On parle des choses oui, pensons pas les choses civiles. Je parle plus 44. C'est un message de l'Angleterre. Bonjour Monsieur Parfait, ici à tout votre panel. Dans le contexte actuel, je ne crois pas à la sagesse, je crois plutôt à l'intelligence. L'élite gouvernante ne fait pas son travail. Manque de patriotisme, car cela arrange ceux qui veulent conserver le pouvoir en gardant le peuple dans la pauvreté. Or, il y a un
nouveau phénomène qui est en train d'apparaître sous nos yeux. C'est un système dans lequel des gens, les moins capables de gouverner, sont élus par les gens les moins capables de gagner leur vie. Tandis que les entrepreneurs, ces gens qui sont productifs, se voient voler le résultat de leur production pour entretenir les gens qui sont incapables de produire quelque chose. C'est l'inaptocratie. Et cela arrange l'élite gouvernante et qui n'encourage pas l'entrepreneuriat. En Chine, chaque grande famille a au moins une micro-usine. Il n'y a pas de fibre patriotique de la part de nos dirigeants. Ces gentils entrepreneurs stratégiques, thinkers, créateurs des millionnaires anonymes. Je pense que je dois te chercher pour avoir aussi des millions. Un autre message très rapidement ce matin. Je prends donc celui-ci. Alors, quelques petits soucis là. Bon, je repasse la parole à Ibrahim, mais Ibrahim, qui est très compréhensif, attend que je lise ce message. Messieurs...